Il est encore tôt ce matin à Cotonou, lorsque sur la télévision publique, un groupe de soldats apparaît à l'écran. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Suspension de la Constitution, dissolution des institutions, fermeture des frontières, le groupe de militaires annonce un coup d'État. Mais s'il contrôle à ce moment la télévision publique, ce n'est pas le cas du reste de la ville. D'après plusieurs sources concordantes, les mutins auraient tenté de prendre d'assaut la résidence de Patrice Talon avant d'être repoussés. L'ambassade de France confirme d'ailleurs la présence de tirs dans le quartier ce matin. Des affrontements ont également été signalés aux abords du palais présidentiel, sans qu'il soit possible d'en connaître l'ampleur. À la mi-journée, le flou persistait. Des blindés ont été aperçus dans plusieurs rues de la capitale économique. Peu de temps après, le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour annoncer que la mutinerie avait été déjouée. Les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Plusieurs témoins indiquent que le calme est ensuite revenu dans la soirée à Cotonou. Le président Patrice Talon s'est exprimé à la télévision nationale. Nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. D'après l'AFP, une douzaine de militaires auraient été arrêtés, dont les auteurs présumés de la tentative de coup d'État. Bonsoir. Je crois qu'il faut d'abord dire que la situation est très préoccupante. Je pense pour tous les citoyens béninois et au-delà pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'Afrique de l'Ouest et sa stabilité politique. Les déclarations du président Patrice Talon, je pense, montrent d'une part que la situation est quand même rétablie. Le président a pu faire cette intervention et a salué la loyauté des forces armées béninoises qui ont repoussé donc ces tentatives, mais en même temps, on a quand même une intervention de l'armée nigériane sur le sol béninois en pleine capitale, et cela, je pense, montre le degré de gravité des événements de ce jour. Oui, alors ces événements interviennent effectivement alors qu'on est déjà entré en réalité dans une période électorale. Il y aura la présidentielle en avril, mais avant cela, des élections communales et législatives en janvier, donc très bientôt. Mais on a un contexte politique qui est quand même un peu tendu, il faut bien l'admettre également, compte tenu justement de réformes électorales qui ont considérablement réduit la marge de manœuvre des partis politiques, et en particulier limiter, voire empêcher des partis d'opposition de participer à l'élection présidentielle. Donc, c'est tout ce contexte politique, évidemment, crée une situation d'incertitude, sachant qu'en plus, au nord du pays, il y a aussi les menaces sécuritaires liées à la présence des groupes armés de l'autre côté de la frontière du Bénin avec le Niger et avec le Burkina Faso. Donc, c'est une situation à nouveau qui reste très préoccupante par rapport à nouveau aux échéances à venir.
Oui, on a un contexte régional très clairement qui pousse finalement, qui peut pousser en tout cas un certain nombre d'acteurs, notamment des militaires, à se dire pourquoi pas, si des coups d'État sont à nouveau possibles en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale, et que cela prospère, pourquoi ne pas passer à l'action, en particulier lorsqu'on peut mobiliser un certain nombre d'arguments qui peuvent convaincre même une toute petite partie de la population. Donc c'est clair que la séquence de coups d'État militaires dans la région donne un signal qui est négatif pour tous les pays de la région qui sont exposés. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi tenir compte de la particularité de chaque contexte national. Je rappelle que ces événements au Bénin surviennent quelques jours après des événements en Guinée-Bissau. Ces civils congolais arrivent à pied à la frontière. Côté rwandais, des bus les attendent pour les emmener vers un camp de déplacés. La plupart viennent de Kamanyola, à 5 km à peine, où les combats ne cessent pas. Les bombes explosaient au-dessus des maisons. Les enfants meurent, les parents aussi. On nous a demandé de rester enfermés dans les maisons, mais cela nous a semblé impossible. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans le pays voisin, dans la commune voisine de Bugarama. Impossible de rester chez eux à Kamanyola, la localité stratégique, théâtre d'affrontements violents entre le M23 et les forces armées congolaises. À Sangué, une quarantaine de blessés sont arrivés la veille dans cet hôpital. Alors qu'elle fuyait sa ville, cette femme a été touchée par un éclat d'obus. Ceux qui étaient devant et derrière nous n'ont pas été atteints, mais nous, au milieu, avons été touchés par les bombes successives. Des gens ont commencé à tomber, d'autres sont morts sur le coup. J'ai été blessée, je pensais être la seule, mais mon enfant, qui était sur mon dos, a lui aussi été touché. 6 morts ont été comptabilisés, dont un enfant de moins de 2 ans. L'accord de paix, signé jeudi à Washington, n'a pour l'instant eu aucun effet. Les combats semblent au contraire s'intensifier et se rapprocher d'Uvira, dernière grande ville du sud Kivu, a échappé au contrôle du M23, soutenu par le Rwanda. Ni dans son attitude ou sa manière de parler pendant l'interview, Samaïla Livinus n'a voulu laisser transparaître la détresse psychologique dans laquelle il vit depuis 2 semaines. Son fils, âgé de 5 ans, fait partie des quelques 300 élèves de l'école Sainte-Marie enlevés le 21 novembre. Gardant pour lui sa douleur, il veut rester fort pour ses autres enfants qui demandent chaque jour des nouvelles de leurs frères, pour sa femme qui est restée plusieurs jours sans manger. Si vous apprenez sa mort, vous comprenez que cette personne est décédée, alors vous l'enterrez. Vous comprenez que cette personne n'est plus là. Mais là, vous ne savez pas ce que cet enfant traverse. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a pris son bain? Vous voyez? En plus, mon fils est sous traitement médical. Dans les villages autour de l'établissement, les parents traumatisés se comptent par dizaines. Et la visite du conseiller national à la sécurité en début de semaine n'a rien changé, ou presque, comme l'explique cette journaliste locale. Lorsque l'enlèvement des filles de Chibok a éclaté en 2014, c'était encore tout récent pour les Nigérians. Quelque chose de très nouveau qu'on ne comprenait pas vraiment. Pour le Nigérian moyen, le mot même d'enlèvement n'existe pas dans son vocabulaire. Si beaucoup de ses parents trouvent du réconfort et gardent espoir grâce à la religion, ils comptent aussi sur ces groupes d'autodéfense. Ils constituent la première ligne face aux groupes criminels à l'origine des enlèvements et qui se financent grâce aux rançons. Dans l'État du Niger, quelques 50 000 volontaires sont ainsi déployés dans plus d'une vingtaine de zones. Si vous regardez les cibles faciles du banditisme dans l'État du Niger aujourd'hui, ce sont les zones rurales, reculées, où nous n'avons pas de force de police, ni de force militaire, ni de services de sécurité d'État. Heureusement que nous avons des groupes d'autodéfense locaux volontaires pour protéger les vies et les biens des habitants. Mais face à ceux qu'on appelle ici les bandits, ces groupes de volontaires peuvent-ils remplacer des forces armées professionnelles? À Sainte-Marie, il y a 2 semaines, l'école était bel et bien protégée par des gardiens, bénévoles mais non armés, qui ont fui à l'arrivée des assaillants.